un impératif auquel l'humanité devra se soumettre de gré ou de force, un discours radical qui met les spécialistes mal à l'aise. Parce qu'en fait, il dit... Au fond, il dit n'importe quoi, il le dit avec beaucoup de talent, sans doute, mais il dit juste n'importe quoi. C'est un truc qui est connu depuis 2 siècles. Donc c'est pas de la science qui date d'hier, de l'effet de serre. C'est connu depuis 2 siècles. Ça fait plus d'un siècle qu'on sait ce qui se passe quand on double la quantité de CO2 dans l'air. Donc en gros, on connaît très bien le dossier scientifique depuis très longtemps. On a décidé de lui consacrer un portrait parce que il est important d'être bien conscient des sous-jacents de son discours. Il est convaincu que l'humanité va s'effondrer. Voilà, c'est ce qu'on appelle un collapsologue. Alors, imaginez un monde où chaque vol en avion serait compté. Un monde où les actions de chacun impacteraient directement l'avenir de la planète. C'est ce qu'évoque ici Jean-Marc Jancovici et dans ses propositions radicales pour combattre le changement climatique. Aujourd'hui, on se plonge dans ces idées controversées de la limitation des voyages en avion à la nécessité de repenser notre façon de produire de l'énergie. Restez avec nous jusqu'à la fin pour tirer ensemble des conclusions sur ces solutions audacieuses. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos tendances à venir. Bon, vous parlez également, alors il y a des personnalités, Jean-Marc Jancovici, alors lui, c'est une idole absolue dans ce monde-là, c'est le monsieur qui voulait nous faire prendre simplement 4 fois l'avion dans notre vie. Alors je vais déjà un tout petit peu préciser les 4 vols par vie. En fait, au moment où j'en ai parlé la première fois, c'était pas une proposition. Il se trouve que j'étais invité à la matinale de France Inter et Léa Salamé me dit « Mais si on veut être écolo en matière d'avion, je ne sais plus exactement comment elle avait formulé sa question, à combien de vols est-ce qu'on a droit dans une vie ?» Je ne sais même pas si elle m'a dit dans une vie. Alors, à combien de vols on a droit ? Alors, je fais un petit calcul de tête à ce moment-là. Je me dis, si l'aviation doit prendre sa part dans la baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est un secteur qui doit faire moins 5% par an comme tout le monde. Je néglige les carburants de substitution parce que je considère à titre personnel qu'il n'y en aura pas énormément. Et donc, ça me donne moins 5% tous les ans, la quantité de kérosène qui reste en 2050 pour faire voler des gens. Je répartis ça équitablement entre les 8 milliards de terriens et je dis, par terrien, ça fait 4 vols dans une vie. Voilà, c'était une règle de 3. À ce stade, ce n'était pas une proposition. C'était la contrepartie de 2 hypothèses. L'aviation prend sa part. Et d'ici à 2050, on a divisé les émissions par 3. Physique nonchalant à la Harrison Ford, écrivez-vous, ton gouailleur, souvent tranchant. Jean-Marc Jancovici est devenu en France l'incarnation vivante des sujets énergétiques. Les politiques l'adorent. Emmanuel Macron le lit régulièrement. Gabriel Attal le consulte. Je vais être un peu méchant avec notre secrétaire d'État actuel qui annonce le menu scolaire, le menu de la cantine scolaire lors de ses conférences de presse. Je pense que malheureusement, tous ces gens-là sont en apesanteur. Oui, et puis ils occupent... Attal, il est en apesanteur. Ils sont en apesanteur. Juste. Je ne pense pas qu'ils sachent. J'espère qu'ils Ils peuvent sentir peut-être quelque chose, mais ils ne savent pas. Et puis ils sont lapins dans les phares. C'est pas vrai. Ça va nous renvoyer à la fin de la discussion à qu'est-ce qu'on peut faire en attendant d'avoir des gens qui savent. Parce que je ne suis pas un putschiste dans l'âme, on l'a encore pour 3 ans. Bon, donc. Mais par contre, c'est quand même assez patent qu'on a affaire à quelqu'un qui n'a pas du tout de lecture de l'histoire. Pas du tout. Et oui, parce que d'abord, il a du charme, il est intelligent, cet homme-là. Sûrement, une politique décroissante pour Jean-Marc Jancovici n'est pas une option, c'est un impératif auquel l'humanité devra se soumettre de gré ou de force, un discours radical qui met les spécialistes mal à l'aise. Parce qu'en fait, il dit... Au fond, il dit n'importe quoi, il le dit avec beaucoup de talent, sans doute, mais il dit juste n'importe quoi. Depuis 2008, qui est l'année où la production mondiale de pétrole dit conventionnelle, c'est-à-dire ce qui n'est pas le shale oil américain, le pétrole de schiste américain, et ce qui n'est pas les sables bitumineux canadiens. En 2008, cette production est passée par un maximum. Depuis, l'approvisionnement énergétique de l'Europe baisse de manière subie. Et depuis cette époque, l'Europe est entrée dans une forme de récession larvée. Si on regarde ce qui est physique, par exemple les mètres carrés qu'on construit dans l'année, par exemple les tonnes qu'on charge dans les camions, c'est des indicateurs qui baissent depuis cette année-là. Et donc le revenu disponible des ménages baisse depuis peu après cette année-là. Et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, ça va continuer. Alors Jean-Marc Jancovici quand même est quelqu'un d'extrêmement intelligent qui a eu quand même une grande vertu. Je le souligne parce que il faut quand même, le reconnaître. C'est l'un des premiers dans cette mouvance décroissante, sinon le premier, à avoir compris l'importance des émissions de gaz à effet de serre. Les écologistes n'en parlaient pas du tout dans les années 90, et c'est lui qui les alerte là-dessus. D'abord, il faut savoir que l'effet de serre, c'est un truc qui est connu depuis 2 siècles. Donc c'est pas de la science qui date d'hier, de l'effet de serre. C'est connu depuis 2 siècles. Ça fait plus d'un siècle qu'on sait ce qui se passe quand on double la quantité de CO2 dans l'air.
Donc, en gros, on connaît très bien le dossier scientifique depuis très longtemps. Et ce qui l'a rendu très populaire et aussi puissant, c'est qu'il va faire la jonction entre la droite et l'extrême gauche finalement. La droite l'adore parce qu'il est pro-nucléaire. Il est pro-nucléaire parce qu'il est tellement convaincu que l'humanité court à sa perte qu'il se dit on va prendre tous les outils pour permettre d'atténuer la chute. Donc pro-nucléaire, mais aussi fondamentalement décroissant, et ça plaît à l'extrême gauche et à la gauche radicale. Oui. On a décidé de lui consacrer un portrait parce que il est important d'être bien conscient des sous-jacents de son discours. Il est convaincu que l'humanité va s'effondrer. Voilà, c'est ce qu'on appelle un collapsologue. Ce que je pense de la collapsologie, c'est de se dire tout est foutu, ça ne mène nulle part. Par contre, de se dire je vais essayer d'apprécier la hauteur de la haie à franchir, ça mène quelque part. Je pense que l'effondrement systémique a commencé parce que la biodiversité a commencé à s'éroder, parce que notre capital naturel a commencé à être entamé, et le fait que le PIB continue à augmenter et que la population continue à augmenter ne doit pas nous tromper. Si l'effondrement, c'est l'incapacité du système à se reconstituer sur ses bases, peut-être que nous avons dépassé le point, si cher à Meadows, de la possibilité d'une stabilisation. C'est-à-dire que même si on arrêtait la population à son niveau actuel, et même si on arrêtait le PIB à son niveau actuel, en fait on est au-delà, et très au-delà, de la capacité de récupération des écosystèmes tels qu'ils sont. Et donc, de toute façon, ça va continuer à se dégrader, puis la population, à un moment, va se mettre à baisser, de toute façon, qu'on le veuille ou pas. Et la production physique aussi. Enfin, ces névroses ne sont pas obligés, on n'est pas obligé d'écouter ces névroses. Il prône finalement des solutions assez radicales et qui sont assez autocratiques. Il a dit tout le bien qu'il pensait d'un régime comme le régime chinois, qui avait l'avantage de pouvoir imposer des mesures douloureuses à une population. On ne peut pas dire que le système chinois ou le système russe, à l'époque où il était communiste, ait fait la démonstration d'une maîtrise de son empreinte environnementale qui soit manifeste par rapport au système capitaliste libéral dans lequel on vit. Il pense que la démocratie, mais comme d'ailleurs nombre de ces militants décroissants, pensent que la démocratie n'est simplement pas un régime adapté à l'urgence de la situation. L'urgence de la situation imposerait la confiscation du pouvoir par une caste de scientifiques qui sauraient mieux que le bon peuple ce qu'il convient de faire pour sauver la planète. C'est pas rien quand même. Mais ces gens sauver la planète, et ça peut justifier beaucoup d'outrance. Quel est le système politique le plus à même à pouvoir gérer ce type de décrue énergétique ? C'est quoi ? C'est une théocratie qu'il nous faut ? C'est une autocratie ? C'est quoi ? Une démocratie ? Je ne souhaite... Il y a deux choses que je ne souhaite pas. Je vais plutôt répondre comme ça. Mourir, ok. C'est le système qui est trop mou et qui du coup fait qu'on meurt parce qu'on a été trop mou. Et 2, le système qui est trop dur et qui fait énormément de dégâts sur son passage. Donc en gros, on a le projet stalinien génial, sauf que ça passe quand même par 40 millions de morts. Je ne suis pas très chaud pour ça non plus. Probablement qu'une partie de la réponse reste à inventer. C'est-à-dire que... Alors, ce dont je suis totalement persuadé, et en fait c'est un peu le sens de ce que je fais depuis maintenant 20 ans, c'est que on optimise ou on augmente la probabilité que les choses se passent mieux s'il y a une compréhension dans une fraction la plus large possible de la population, de la situation telle qu'elle est, des voies de sortie possibles et un début d'organisation spontanée quelque part au sein de la population pour aller dans la bonne direction. Alors l'organisation spontanée, c'est quoi ? C'est au sein des entreprises, des collectivités locales, des associations, des quartiers, qu'est-ce que je sais, enfin toutes les organisations à petite maille. Ce que je sais, c'est que plus à ce niveau-là, il commence à se passer des choses qui vont dans la bonne direction, et plus on a de chances que la cristallisation à l'échelle de l'État se passe bien. Voilà, c'est la seule chose. À l'échelle du continent, comment ça se passe ? Pareil, je vais faire la même réponse. Oui, non mais c'est... Ces gens n'aiment pas le peuple, et puis quand on vient des classes populaires, qu'on a du mal à boucler les fins de mois, qu'on est ouvrier, qu'on est employé, franchement, l'écologie, c'est pas une priorité. Et je pense qu'il faut d'abord penser aux gens, faire en sorte qu'ils vivent bien, et ensuite, avec un vrai mouvement collectif de fond basé sur la science, on s'occupera de ces questions. C'est ceux qui ont des problèmes à fin de mois, qui sont le plus souvent confrontés aux phénomènes les plus durs concernant le réchauffement climatique. Non, mais ce qui est c'est que le réchauffement climatique, pour moi, est vraiment un sujet fondamental. Et on a les moyens. On a les moyens, et le devoir d'ailleurs, en tant que
puissance économique importante de prendre ce sujet à bras-le-corps. Sauf, Madame Vosner, il y a une folie, et j'avais vu la même folie avec le Covid, de vouloir, nous, les hommes, influer sur certaines choses sur lesquelles on ne peut pas influer. C'est-à-dire je ne suis pas sûr que l'homme puisse influer sur le climat, sauf effectivement avec des mesures radicales. Je vais vous donner un exemple. Ce que vous dites n'est pas vrai. Alors, vous allez le donner après parce qu'il est 10h30. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un imposteur dans le dictionnaire? C'est quelqu'un qui revendique une légitimité qu'il n'a pas. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme légitimité pour revendiquer un avis sur le dossier scientifique? Il faut soi-même être chercheur et avoir publié dans une revue scientifique à comité de lecture un élément qui invaliderait ce qu'on trouverait déjà dans le dossier. C'est comme ça que ça se passe dans la recherche, ça fait 4 siècles que c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas une personne, pas un argument avancé par les gens qui disent c'est pas vrai qui correspond à cette définition. Pas une, pas un. Donc c'est tous des imposteurs mis en avant par les médias qui adorent les combats de coq. C'est vrai que je me méfie beaucoup. Je ne peux pas vous dire autre chose. Parfois c'est juste, parfois c'est pas juste. Donc je prends effectivement un peu de distance sur toutes ces infos parce que je sais derrière le discours ce que ça peut impliquer et les motivations. Alors voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, mais les questions restent ouvertes. Pouvons-nous vraiment limiter nos voyages pour sauver la planète? Est-ce que l'énergie nucléaire donc serait la solution que tout le monde refuse ou au contraire celle dont on en a besoin? Et la politique actuelle, est-ce qu'elle est prête à relever ces défis ou sommes-nous condamnés à voir la situation se dégrader? J'attends vraiment vos avis dans les commentaires. Quelle solution selon vous est réaliste? Et je serai dans les commentaires également pour échanger avec vous et répondre à chacune de vos réflexions. N'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les vidéos tendances à venir. À tout de suite.